En 1946, ma mère avait 37 ans. C'était la fin de la Deuxième Guerre mondiale qui avait suivi la terrible guerre civile espagnole qui avait duré près de 3 ans. Elle était seule avec ses 2 enfants et son mari, Juan, était exilé depuis 10 ans sans lui, en France. Pourquoi en France ? Parce que lorsque les troupes nationalistes de Franco, aidées par Hitler et Mussolini, avaient vaincu les républicains espagnols, dont mon père faisait partie, il n'y avait que la France qui pouvait les accueillir. Mais il était impossible pour lui, comme pour tous les autres républicains espagnols, de pouvoir revenir dans leur pays, car Franco, en ayant pactisé avec les fascistes, s'était exclu tout à fait de ceux qui allaient de toute manière, un petit peu plus tard, gagner cette fameuse guerre mondiale. Mon père donc était exilé et ma mère, depuis donc 10 ans, travaillait, courageuse comme elle l'a toujours été, intelligente. Elle réussissait à s'en sortir par la qualité de son travail. Ses enfants, également, réussissaient aussi un petit peu à son image, grâce à leurs premières études. Et tout allait à peu près bien. Mais voilà, elle a décidé, malgré cette forme de réussite qui était la sienne, elle a décidé de ne plus continuer ainsi et de pouvoir donner enfin un père à ses enfants. C'est alors, après réflexion, qu'elle a décidé de tout abandonner. Abandonner son appartement, Calle Cartagena à Barcelone, ses meubles qu'elle avait acquis, bien davantage encore, ses parents, ses sœurs, ses amis. Abandonner tout ça, c'était terrible pour cette femme. Mais il fallait tout abandonner pour son mari, pour ses enfants. Ainsi, après consultation de certains de ses amis bien placés, elle en avait, elle a vu que, en allant à la frontière, on pouvait éventuellement consulter des contrebandiers qui auraient pu l'aider à traverser la frontière clandestinement, car cette frontière entre la France et l'Espagne était tout à fait fermée. On ne pouvait absolument passer ni une personne, ni un objet officiellement. C'est ainsi que la contrebande se manifestait un tout petit peu, suivie et poursuivie par les carabiniers espagnols et également par les gendarmes français. Enfin, elle s'est débrouillée pour avoir un sauf-conduit pour pouvoir aller jusqu'à la frontière, elle, en tant qu'infirmière. Là, elle a donc connu
un contrebandier et ils ont pacté contre, évidemment, pas mal d'argent. Cela correspondait à 6 mois de son salaire. Elle a donc accepté de payer cette somme-là pour pouvoir traverser à ses risques, tout de même, la frontière. À ses risques, pourquoi ? Car si elle avait été arrêtée par les carabiniers espagnols, elle aurait peut-être risqué sa vie, étant donné les antécédents de son mari. Elle aurait éventuellement fait beaucoup de prison. Ça ne faisait rien pour elle. Il fallait le faire. Il fallait. Et au retour à Barcelone, elle a eu l'intelligence, je dirais, de nous réunir, mon frère Jo, mon Pepito, et moi, pour nous dire ce qu'elle pensait faire pour nous, pour notre famille, pour mon père. Pour nous, c'était un abandon de tout ce que nous connaissions. Nous aussi, nos amis, nos études qui commençaient, nos petits souvenirs, tout cela, eh bien, nous avons décidé avec Pépite de suivre tout à fait, évidemment, ma mère. Et voilà que, un jour, elle m'a demandé de falsifier les dates du sauf-conduit qu'elle avait obtenu, car elle ne pouvait pas en obtenir un second en si peu de mois. Et nous avons travaillé ensemble avec des produits pour pouvoir effacer les dates et mois du cachet faisant foi du sauf-conduit pour pouvoir donc le réutiliser à nouveau. Là encore, c'était un risque car si éventuellement un policier affiné pouvait voir que le document avait été falsifié, nous aurions évidemment aussi été pénalisés. Mais le jeu en valait la chandelle et c'est ainsi que nous l'avons fait, mais encore fallait-il le réussir. Le jour dit, nous avons fait, non pas nos valises, parce qu'il ne fallait pas prendre grand-chose, bien entendu. Jo et moi étions simplement habillés avec une petite chose dans la main. Ce n'était rien, pas d'autres vêtements. Ma mère, elle avait pris ces produits et les différents objets dont elle avait besoin pour faire éventuellement des piqûres. Et nous avons pris le train en gare de France, à Barcelone. C'était déjà un prémisse. Nous avons pris le train vers Puigcerdà. Et lorsque nous sommes arrivés là-bas, nous avons vu ce fameux contrebandier. Il a été gentil, car il nous a donné une petite soupe pour le soir. Il nous a fait coucher un petit peu pendant quelques heures, mais vers 2 heures du matin, maman nous a réveillés et nous sommes partis pour notre nouvelle vie, car c'était pour nous un autre chapitre à vivre. Mamá. Juanito, tú pasa el primero. Dame una mano. Tú, Pepito, toma la mía.
Mais laissez-moi vous parler de ma mère, cette femme courageuse, magnifique, intelligente, travailleuse. Bien sûr, tout le monde reconnaît des qualités à sa mère, mais ma maman était formidable. Elle est née en 1908 dans un petit village perdu au fond de la Catalogne, à la frontière de l'Aragon. Mais qui n'aime ça. Un 22 décembre. Et ce jour-là, mon grand-père, qui était travailleur là-bas, quand il a su qu'il avait une nouvelle fille, car 2 avaient précédé la naissance de ma mère, sa sœur Palmira, son aînée, ensuite sa sœur Maria, et puis elle. Mon grand-père, El Yayo, nous l'appelions ainsi, qui était lui aussi révolutionnaire, avait voulu changer un petit peu le nom de ses filles et en trouver un qui soit un petit peu à son image. Il a choisi Constance. Et je dois dire que ce nom-là allait très très bien à ma maman. À sa naissance, sa maman a eu, disons, une période difficile. Et tellement difficile que 4 ans après, elle est malheureusement décédée de la tuberculose. J'imagine que pour ma maman, c'était déjà une souffrance, mais on dirait qu'elle n'avait que 4 ans. Mais 3 ans après, c'était elle qui a beaucoup souffert, car elle a contracté une maladie qui, à cette époque-là, était donnée comme terrible. On n'en réchappait pas. C'était la variole. Et quand on a su qu'elle avait cette maladie, on l'a tout de suite cantonnée dans un coin de la maison, puis dans une cabane en bois du jardin pour attendre d'abord le docteur, car cette maladie était reconnue évidemment tout à fait contagieuse et il fallait sauver, si possible, les autres enfants. Le docteur a confirmé la maladie et il a dit aussi qu'il fallait la retenir donc en quarantaine dans cette maison. Quand on imagine le caractère de ma mère, être enfermée pendant toute cette période-là, ça devait être pour elle une autre souffrance terrible dans sa vie. Je crois qu'elle en a gardé un esprit de combativité, endurance, qui l'a porté de toute manière à la réussite de sa vie. Une maladie peut quelquefois s'avérer donner des qualités à la personne qui en réchappe. Elle en a réchappé. Et quelques années plus tard, mon grand-père a décidé de revenir sur Barcelone, la grande ville, pour avoir davantage de possibilités et de travail.
Ceci a été, pour ma mère et ses sœurs, une chance, car le petit village de Mequinensa ne pouvait donner aucune espérance, alors que Barcelone, c'était la civilisation, le monde. Et elle y est parvenue par une grande, je dirais, nécessité de connaître. Elle a donc suivi des cours, mais des qualités déjà ressortaient chez elle. Et elle a été tout de suite remarquée par ses qualités de dessin, peinture. Et elle a commencé à travailler dans une entreprise en faisant des dessins sur tissu. Nous avons chez nous encore quelques tapis qui rappellent un petit peu son œuvre. Mais ce qui l'intéressait, c'était surtout la santé dont elle avait tellement eu envie pendant toutes ses souffrances dans la période de sa maladie, qu'elle a voulu suivre des cours d'infirmière et se porter réellement vers ce métier-là. C'est ainsi que, après des études, elle a réussi des examens et elle a commencé à travailler et à réussir aussi dans cette profession. Bien sûr, à cet âge-là, et étant donné son caractère, on peut avoir également des envies de sortir, d'avoir, sinon des aventures, des copains. Et c'est ainsi qu'elle a eu, évidemment, à s'intégrer dans des groupes de marcheurs, quelquefois des danseurs de sardane, qui est un besoin quand on est catalan, bien entendu. Mais je pense que si elle a eu quelques copains, jamais d'aventure. C'est toujours ce qu'elle m'a dit. Jusqu'au jour où ses parents avaient décidé de louer une des chambres qu'ils avaient dans leur maison pour pouvoir avoir un petit peu plus d'argent dont ils avaient besoin, bien entendu. Et, m'a-t-elle dit, un jour, qu'elle le lisait, appuyée sur une chaise, elle a entendu une voix d'homme lui dire « Pardon, señorita ». « Pardon, mademoiselle ». Elle a levé les yeux et elle a vu un beau garçon qui, apparemment, était le locataire qui voulait voir la chambre. Elle m'a dit par la suite que même si elle a été évidemment très réservée, elle a senti tout de même quelque chose de nouveau. Et voilà. Voilà que quelques mois après, ce jeune homme, locataire, a demandé à Constance, ma mère, si il pouvait aller prendre un petit rafraîchissement au café Canaletas. Je m'en souviens toujours parce que pour elle, ça a été un moment important. Le café Canaletas à Barcelone, il est place de Catalogne, tout au début de la Rambla. Et à partir de là, eh bien, une romance est née.
je pense qu'ils sont allés également à la plage vers le mois de juin. Je compte le mois de juin parce que 3 mois après, il a fallu penser à soit un mariage, soit éventuellement déclarer certaines choses. Et c'est ainsi que mes parents se sont mariés le 11 septembre 1932 et que je suis né quelques mois après, le 9 mars 1933. C'était leur premier enfant et elle continuait à travailler en tant qu'infirmière. Elle progressait également dans sa profession. Mon père, lui, avait commencé par un métier de peintre en bâtiment qui ne l'intéressait pas tout à fait, pour essayer de devenir policier. Et à la fin, il a obtenu son diplôme pour être donc inscrit dans la brigade de Barcelone. Tout ça a été parfait, et si parfait qu'un deuxième enfant est venu au monde avec la venue de mon frère Jo, notre Pépito, le 20 février 1935. Je ne voudrais pas ici, évidemment, faire un cours d'histoire. Je n'en ai pas les compétences. Mais quand on sait que depuis 1931, l'Espagne avait décidé de se priver du roi et puis de prononcer la République. Avec la République, les partis politiques se sont manifestés, comme toujours, de gauche, de droite, de centre. C'était l'époque des fascistes, Mussolini, Hitler, à partir de 1933 en Allemagne. Tout ça a fait que l'Espagne se divisait, et dans la division, un peuple ne se retrouve pas. C'est ce que j'ai appris en lisant. Je voulais savoir ce qui s'était passé pour que mon père et ma mère se séparent. Malheureusement, non pas de leur fait, mais du fait de la guerre civile. La guerre civile qui a éclaté en juillet 1936 en Espagne et qui a fait évidemment beaucoup de malheureux, très certainement dans notre famille et évidemment chez mes parents. Nous voyions des gens en armes à Barcelone, des gens qui étaient dans les rues et qui se battaient entre eux, ceux qui étaient pour Franco, ceux qui étaient plutôt pour les républicains et la conservation de ce qui existait. Enfin, c'était une période extrêmement difficile à vivre. Papa avait été nommé à un grade supérieur dans la police, mais il allait également au front, un petit peu partout, du côté de Teruel, dans l'Ebre, la rivière si fameuse, et il revenait de temps à autre, mais il repartait évidemment aussitôt. Tout cela a été certainement pour ma mère très difficile à vivre, jusqu'au jour où il n'a pas pu venir. Les républicains étaient battus. La plupart d'entre eux, quand ils n'étaient pas morts ou rendus, ils avaient traversé la frontière
pour se réfugier en France. Et c'est ainsi que l'exil de mon père commença. Exil, pourquoi? Parce qu'il ne pouvait plus revenir en Espagne, à moins de courir des risques énormes, jusqu'à la perte de sa vie. Et plus encore, éventuellement, que quelqu'un puisse dénoncer ma mère, qu'il avait évidemment à la fois épousée et aidée. C'était des choses de la vie qui aujourd'hui paraissent incompréhensibles, mais qui pourtant, dans une Espagne divisée, existaient alors. Que faire? Ma mère a recommencé à travailler encore davantage. Elle était tellement bien notée que peu à peu, tous les risques de dénonciation qu'elle pouvait avoir, et je sais qu'elle en souffrait beaucoup, elle m'en parlait, et bien peu à peu s'éteignaient avec les années. Mais c'était difficile pour nous, ces enfants. La famine était terrible dans les années 40, 41. Et ma mère a décidé d'envoyer ses parents, Eliaï ou Ilayaï, mes grands-parents, dans le petit village où elle était née, de façon à pouvoir subsister davantage encore que l'on pouvait le faire nous-mêmes dans une grande ville comme Barcelone. C'est ainsi que nous trois, Jo, Jaime, mon petit frère, et moi, sommes partis en Aragon pendant cette période-là. Mais là-bas aussi, c'était très difficile. Et malheureusement, à cause de la famine, à mon avis, davantage encore que par une méningite aiguë, c'est ce que le docteur a diagnostiqué, mon frère Jaime est décédé. Et je vois encore, c'est une image que j'ai toujours en moi, ma mère en pleurs sur le corps de son fils. Oh, c'était terrible. Mais la vie continue et avec les années, on n'a jamais oublié, mais d'autres, heureusement, d'autres choses et d'autres personnes sont venues effacer un petit peu tout ça. Quand la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée, donc 10 ans de séparation avec mon père, ma mère avait bien réussi dans son travail. Je l'ai dit grâce à toutes ses qualités, mais surtout par les heures et heures qu'elle a passées à pouvoir donner l'exemple à ses enfants. Jo et moi, les deux qui restions, avons bien travaillé à l'école, un petit peu partout, et quand nous voyions nos amis avec des habits phalangistes, la chemise noire, les flèches, un ceinturon, ça nous plaisait. Et je me souviens avoir dit à ma mère, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas rentrer dans la phalange moi aussi, avec Pépito, mon frère? J'ai vu que ma mère avait de la difficulté à comprendre ça. Et je me souviens qu'elle nous a demandé de bien l'écouter pendant un petit moment.
Elle nous a parlé de mon père, de ses opinions qu'il fallait conserver parce que c'était les bonnes, que ce que nous vivions là avec le régime franquiste qui gouvernait l'Espagne n'était pas la vraie solution, la solution d'avenir. Et nous nous sommes dit que ma mère avait raison, et cela s'est confirmé, d'ailleurs, par la suite. Alors, oui, nous avons dit, nous ne serons jamais des phalangistes. Nous avions d'autres plaisirs, bien sûr. Le football, par exemple, avec notre Barça, les jeux dans notre rue, les chansons que nous inventions avec mon frère, le journal La Cotorra que nous avions édité. La Cotorra, c'est le perroquet. Bon, nous nous amusions, mon frère et moi, et je nous vois encore sur le balcon de la calle Cartagena, essayant donc de trouver des articles pour notre rédaction. C'était notre simple plaisir à cette époque-là. Et tout cela, jusqu'à ce que, un jour, ma mère nous réunisse pour nous dire « Je viens de prendre une décision. » Étonnés, mon frère et moi. Oui, voilà. Vous ne pouvez pas continuer dans cette atmosphère-là, car je sais que ce n'est pas celle qui va convenir dans l'avenir. Quand je pense à ces mots-là, je me dis, mais quel a été le pouvoir de perception de cette femme-là? Je ne comprenais pas très bien. Oui, vous avez un père et il ne peut pas venir. Nous allons le rejoindre. Mais maman, mais tout ce que nous avons, oui, je le sais plus que vous, car j'ai tellement souffert à l'obtenir et à vous permettre d'être ce que vous êtes devenu, ça, je sais ce que ça nous a coûté, ce que ça m'a coûté, même y compris la mort de mon enfant. Mais il faut tout quitter, notre appartement, mes parents, vos amis, les meubles ici, tout quitter, et il faut aller en France. Mais maman, mais c'est pas possible, on ne peut pas. Je sais, a-t-elle répondu, mais je m'arrangerai. Comme toujours, cette femme était un caractère. Et c'est ainsi que, avec ses amis, médecins sûrement, elle a pu obtenir des renseignements, des autorisations pour aller faire des analyses qui à cette époque-là étaient difficiles, des analyses de sang par exemple. Étant infirmière, elle a pu avoir des sauf-conduits qui lui permettaient d'aller librement jusqu'à la frontière. Enfin, je dis librement, ça n'était pas. C'était une destination précise pour un jour également très précis. C'est ainsi qu'elle a pu avoir ce fameux sauf-conduit que nous avons un petit peu falsifié par la suite pour nous permettre le deuxième voyage à mon frère et moi. Et une fois tout cela décidé, ma mère, un jour, a dit adieu à tout ce monde-là. C'était secret jusque-là.
Elle nous avait surtout demandé de n'en parler à personne. Et mon petit frère et moi avons su que de toute façon, il ne fallait surtout pas en dire un mot. Et voilà que ce moment, grande émotion, ce moment est arrivé. Le policier est là. Cuando venga la policía, tú, Pepito, mirarás por la ventanilla. Tú, Juanito, eres el más grande. Mirarás al policía sonriendo. Pero sobre todo, no digáis nada. ¿Documentos? Sí. ¿Para qué van ustedes a Puigcerdá? Bueno, soy enfermera y voy a hacer unos análisis a uno de nuestros enfermos. ¿Tiene usted documentación profesional? Sí, aquí está. Bien, ¿y esos niños? ¿Por qué? Bueno, mañana es fiesta y pensé que sería bueno que les diera el aire de la montaña. Bueno, está bien. Uy, qué suerte que tenemos. Quelle chance nous avons, j'ai pensé. Et dans mon esprit, je me méfiais toujours de ce qu'allait faire le contrebandier, car j'ai toujours lu que les contrebandiers ne sont pas toujours ou très efficaces ou très honnêtes. A voir. Bueno, ahora tendrán que ir los nenes a la cama y podrán dormir unas horas, pero los despertará usted a las 2 de la mañana y tendremos que andar 1 hora más o menos, ¿verdad? Y cuando llegaremos, sobre todo, no digan nada. Yo no les diré nada tampoco. Después, pues, tendrán que pasar el río, cuidado, porque resbala, pero los niños tendrán agua hasta la rodilla, no más. Bueno, de todas maneras yo me iré enseguida porque no me puedo quedar allí. Bueno, pues, ¿tiene usted el dinero? Sí. Aquí están las 5.000 pesetas. Tengo confianza. Trabajé muy duro durante 6 meses para conseguirlo. Voilà que ce monsieur nous avait laissés et il nous avait dit que nous allions traverser le Sègre, cette rivière qui existe toujours bien sûr et que je vois avec une certaine émotion chaque fois que je vais en Cerdagne. Il fallait la traverser à l'eau froide. C'était le mois d'octobre. Mamá. Juanito, tú pasa el primero. Dame la mano. Tú, Pepito, toma la mía. Ça y est, nous sommes de l'autre côté. Nous sommes en France. Une nouvelle étape de notre vie va commencer. Nous allons retrouver notre Père. Nous marchons dans les ténèbres, il faut le dire, parce que ce 28 octobre, il faisait sombre vers 3 heures du matin. Nous passons devant un mur et sur la grille, je vois une croix. Je dis à maman, mais maman, c'est le cimetière. Nous sommes dans un village, sûrement. Et elle me dit, eh bien,
nous serons là en sécurité. Il vaut mieux y entrer et nous attendrons le jour. Et quand le jour viendra, nous irons voir des gens jusqu'à rencontrer les personnes que nous devons voir. Le temps passe, le jour se lève, nous sommes toujours groupés, tous les trois, un peu dans le froid. Mais je commence à lire les inscriptions sur les pierres tombales et il me semble voir un nom catalan. Je dis à maman, « Maman, mais nous sommes en Catalogne, c'est un nom catalan. » Et maman dit, « Oh, mon Dieu, cet homme nous aurait trompés. » Oh, mon Dieu. Je vois qu'elle souffre beaucoup et je continue. Et puis le jour se lève encore, j'ouvre les yeux pour lire les petites lettres et je dis non, maman, c'est du français, je ne le comprends pas. Voilà, aïe, je vois la satisfaction revenir dans le visage de ma mère. Bon, dit-elle, nous allons attendre un peu encore ici et puis quand il fera tout à fait jour, nous irons nous dénoncer, car nous ne sommes pas chez nous ici. Et c'est ainsi que, après quelques heures encore, nous avons décidé de quitter le cimetière et de frapper à la première porte. Il se trouve que c'était la bonne, parce que c'était celle du maire de E2R, village près de Bourg-Madame. Et ce monsieur, parlant un peu catalan, ma mère lui a dit en catalan, bien sûr, nous sommes des réfugiés, nous venons de passer la frontière, mes fils et moi, et nous sommes attendus à Bourg-Madame par la gendarmerie. Et le maire a été étonné, il dit, écoutez, je vais téléphoner à la gendarmerie pour qu'on vienne vous chercher. Et ma mère lui a dit, c'est ce que je souhaite. Eh bien, rentrez, voilà, il nous a servi un café au lait et il a téléphoné, bien sûr, après un petit moment à la gendarmerie. Et 2 gendarmes, avec une fourgonnette, sont venus nous chercher pour nous amener jusqu'à Bourg-Madame. À Bourg-Madame, ma mère s'est également expliquée en disant, voilà, mon mari est à Montpellier, il a vu apparemment des messieurs qui lui ont dit, ah oui, oui, nous a dit le chef de police, je suis au courant, oui, oui, je suis au courant, je dois appeler la préfecture de Montpellier pour dire que vous êtes Madame Garcia, c'est ça, d'accord, eh bien voilà, bon, ça va. Alors, écoutez, pour le moment, je vais vous envoyer chez une dame qui va vous donner une chambre où vous allez attendre. Alors, je ne peux pas vous garder dans la gendarmerie. Cette dame, c'est la propriétaire d'une épicerie, je m'en souviendrai toute ma vie. Elle s'appelait à l'Abeille d'Or. Et c'est ainsi que nous avons attendu pendant une journée encore, car il fallait du temps pour venir de Montpellier avec le train. Et une journée après, eh bien, nous étions, je me souviens, vers la gare de Bourg-Madame, quand un train est arrivé. C'était déjà le soir, donc du lendemain de notre arrivée. Et j'ai vu mon père. Je l'ai reconnu. Bien sûr, c'était le même, avec des moustaches,
un peu vieilli sûrement, mais je le voyais, oui, c'était mon père. Et ma mère, en courant, lui a dit « Juan !» Et ils se sont embrassés pendant longtemps. Et avec mon frère Jo, nous étions là en regardant ma mère heureusement. Et puis, à la fin, ils se sont séparés et puis mon père nous a embrassés. Voilà, nous avions retrouvé notre papa grâce au courage de ma mère. Notre maman, notre papa ne sont plus avec nous. Mais j'ai voulu vous conter, à vous, mes frères, mes enfants, petits-enfants, neveux, à tous ceux qui font partie de notre famille, leur belle histoire d'amour. Une séparation, ça se termine toujours sur des beaux jours. Alors, quoi qu'il arrive dans la vie, il ne faut jamais désespérer. C'est la leçon que nous devons retenir, vous, moi, de nos parents. Soyez-en dignes. Il faut être fier d'être leurs descendants. Je compte sur vous pour continuer cette belle histoire
qui ne se terminera. Ils ont écrit une belle page pour la famille. À vous de la continuer.